Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de All That Jazz, le premier podcast en français sur la comédie musicale. À travers des épisodes réguliers, on va vous proposer un panorama de la comédie musicale de toutes les périodes, de tous les pays, enfin bon, surtout les États-Unis. Mais alors d'abord, qui on est ? On est deux. Anna, c'est moi, et Fanny. Fanny, salut. C'est moi. Alors, tu es docteur en études cinématographiques, tu es passionnée de comédie musicale depuis toujours, tu as écrit ta thèse sur la notion d'entertainment dans la comédie musicale hollywoodienne classique, et aujourd'hui tu enseignes le cinéma aux universités Paris Diderot et Paris Nanterre, si je dis pas de bêtises. C'est tout à fait ça. Et donc toi, Anna, tu es également passionnée de comédie musicale. Oui. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Tu es scénariste et réalisatrice. Tu as réalisé notamment l'année dernière un court-métrage musical intitulé Lorraine ne sait pas chanter. Tu es par ailleurs journaliste et critique de cinéma. Tout à fait. Alors pour ce premier épisode, on a décidé non pas de commencer par un grand classique que tout le monde connaît, mais au contraire d'aborder une œuvre très contemporaine, puisqu'il s'agit d'une série télé qui n'est même pas encore finie, et qui s'appelle Crazy Ex-Girlfriend. Et on en parle avec deux fans de la série. On a Férouz Msilti. Salut Férouz. Bonsoir Anna et Fanny. Alors tu es scénariste et réalisatrice. Tout à fait. Et on a Walid Latrèche. Bonsoir. Salut Bonsoir Walid. à tous. Alors toi tu es psychologue, mais tu es aussi chanteur et comédien. Voilà. Alors Fanny, est-ce que tu veux nous présenter un peu cette série Crazy Ex-Girlfriend pour rentrer dans le vif du sujet ? Alors oui, Crazy Ex-Girlfriend, donc c'est une série qui date de 2015 et qui raconte les aventures de Rebecca, qui est une jeune et brillante avocate new-yorkaise qui décide brusquement de tout abandonner pour s'installer de l'autre côté des États-Unis, à West Covina, une petite banlieue de Los Angeles, qui se trouve être la ville natale de Josh, un ancien amour de vacances. Alors, c'est une série qui a été créée par deux femmes. Alors, Aline Brosh McKenna, d'un côté, et de l'autre, Rachel Bloom, qui est aussi l'interprète principale qui joue le rôle de l'héroïne Rebecca. Elle s'est fait connaître via des chansons humoristiques sur YouTube. Donc, la particularité, évidemment, sinon on n'en parlerait pas de cette série, c'est une série musicale. Il y a environ 2 ou 3 numéros selon les épisodes, souvent des solos ou des duos, parfois des ensembles. Voilà, il existe beaucoup de séries musicales, mais Crazy Ex-Girlfriend a des particularités. Est-ce que tu veux nous dire, Fanny, lesquelles ? Oui, par rapport à d'autres séries musicales comme Glee, Smash ou Nashville, Crazy Ex-Girlfriend est originale à 3 titres. D'abord, il s'agit de chansons composées exclusivement pour la série, donc on n'est que face à des chansons originales. Mais on est aussi face à des chansons qui ne sont jamais des spectacles dans le récit. La plupart sont des fantasmes de l'héroïne ou des autres protagonistes. Et enfin, on a une grande variété de styles et de références, puisque chaque numéro musical est l'occasion de parodier un style particulier de musique. Et enfin, autre originalité de la série, il s'agit d'une série comique face à d'autres séries musicales qui vont plutôt vers le mélodrame. Ici, on est vraiment dans le comique, avec un humour potache et parfois un peu trash. Alors, moi, je voulais poser juste une première question très simple aux invités. C'est comment est-ce que vous avez connu la série ? Parce qu'elle n'est pas très connue en France, donc... elle n'est pas sortie en France même, je crois. Elle a été diffusée sur Teva récemment. Ah, Le groupe M6 l'a acheté. Alors bon, moi j'ai connu forcément la série à travers Fanny et Anna qui me l'ont présentée et je l'ai tout de suite accroché. J'ai tout de suite regardé tous les épisodes de la saison 1. Et toi, Férouz ? Écoute, je me rappelle plus très bien. Je sais que je me rappelle... Bon, moi, je suis un peu les sorties des séries tout le temps. Après, je me rappelle qu'au moment où... la promo de la série, elle avait fait un peu scandale parce qu'il y avait cette nana avec un air un peu minuche et son ballon en forme de cœur. La série s'appelle Crazy Ex-Girlfriend et ça passe sur une série CW sur une chaîne CW qui fait en gros vraiment des téléfilms M6 quoi, enfin c'est tout ça. Et du coup les gens trouvaient ça super sexiste et tout ça et j'avais entendu parler de ce petit scandale. Et je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à regarder en fait. Donc qui date du tout début de la série. Ouais, j'ai regardé dans le moment où ça sortait quoi. Et alors, je sais que Walid adore la comédie musicale, mais toi, est-ce que c'est un genre que t'aimes ou pas spécialement, ou t'es venu à la série par autre chose ? Alors, je suis venue à la série par autre chose, comme je te disais, je suis venue à la série par la curiosité, par rapport à cette accroche-là, mais moi, j'aime bien la comédie musicale sans être genre ni une grande fan, ni une experte. Par contre, je suis pas du tout allergique au genre, et il y a des tas de séries musicales que j'aime bien. D'accord, donc pas de rejet du genre a priori. Pas du tout. Donc voilà, pour lancer un peu les discussions et donner un peu une idée concrète aux gens qui nous écoutent et qui sont un peu en mode what the fuck, on a tous les 4 réfléchi à nos chansons, nos numéros préférés dans la série. Donc on va commencer avec Fanny.
Quelle chanson as-tu choisi? Alors moi, mon numéro, on peut le dire, c'est mon numéro préféré. C'est un numéro qui intervient dans la 2e saison, 3e épisode de la 2e saison, il me semble, et qui s'intitule The Math of Love Triangle. Donc c'est un des quelques numéros de Crazy Ex-Girlfriend qui fait vraiment référence au musical hollywoodien classique, et précisément ici au numéro Diamonds Are a Girl Best Friend de Gentlemen Prefer Blonde. Les hommes préfèrent les blondes en français. Film de 1953. Et donc Crazy Ex-Girlfriend fait un peu ça sur divers numéros. Il y a quelques numéros qui vont vraiment se rattacher à cette tradition du musical hollywoodien classique. Donc moi, c'est ce que j'aime, donc c'est ce qui m'a marqué dans la série. On peut penser à Settle for Me qui parodie Chick to Chick, ou alors à des numéros qui font de façon un petit peu plus éloignée la référence à des traditions du musical hollywoodien classique, comme par exemple le numéro où donc les deux love interests de Rebecca, Greg et Josh, se livrent à un duo de claquettes à la façon de Gene Kelly et Donald O'Connor dans Chantons sous la pluie. Donc moi, ce que j'ai bien aimé dans Math of Love Triangle, c'est qu'à la fois on reprend des codes vraiment très identifiés du musical hollywoodien classique, donc par la citation de Marilyn, par les costumes, par la coiffure, par la disposition même du numéro, où on a une girl mise en valeur dans un chorus d'hommes, mais avec toujours une distance ironique par rapport à ce numéro, distance ironique à la fois dans l'exécution, puisqu'elle ne danse pas aussi bien que Marilyn, sur un petit peu maladroite. Oui, puis elle surjoue le côté idiote, charmante idiote. Voilà, elle prend totalement... elle sait que le spectateur connaît la référence et joue avec lui de cette référence. Et de toute façon, les personnages eux-mêmes commentent l'incongruité de la situation, puisque le pitch du numéro, c'est des professeurs de maths qui jouent sur la notion de triangle amoureux versus le triangle géométrique. Ouais, c'est un peu dans toute la série, souvent le fait que les spectateurs reconnaissent la référence fait aussi partie de ce qui est amusant et ce qui est un plaisir aussi pour le spectateur de dire « Ah, c'est une parodie de telle ou telle chose ». Oui, tout à fait. C'est vraiment symptomatique de sa posture de je joue avec la référence et je sais que mon public reconnaît la référence. Mais on n'est pas obligé de connaître la référence non plus pour apprécier le morceau, parce qu'il y a ce truc où c'est totalement dans l'histoire, où c'est son délire un peu narcissique sur le fait que de mecs l'aiment et du coup ça peut... Oui, tout à fait. ouais. Puis il y a sûrement des références que nous on voit pas parce que c'est des références plus américaines, etc. Et ça nous empêche pas d'apprécier. Ou même des comédies musicales plus obscures. Enfin, la référence à The Music Man, au début, je l'avais pas vue dans la chanson là sur l'eau. Quand il Cold Showers, non, c'est quoi le titre? Oui, c'est ça. Cold Showers. Ça aussi, c'est une C'est une référence référence à The Music Man, mais il faut la connaître. Il faut la connaître. Enfin, c'est un truc en plus, si tu connais, c'est un plaisir en plus, quoi. Alors, on va passer à Wally. Toi, tu voulais nous parler d'un morceau un peu particulier qui s'appelle Rebecca's Reprise. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Alors oui, donc Rebecca's Reprise, c'est le dernier numéro de la saison 2, il me semble. Donc au dernier épisode. Il est vraiment très différent de tous les autres numéros, ce numéro-là, parce que pour la première fois, on n'est pas justement dans cette distance ironique-là. On est vraiment dans une Rebecca en pleine introspection, dans un rapport vraiment très authentique à elle-même. Et bon là, c'est mon côté psychologue qui ressort, mais... Rebecca, on voit quand même tout au long de la série, et on le voit de plus en plus, qu'elle est quand même atteinte de troubles psychologiques assez graves, et mais qu'elle pourrait vraiment passer pour quelqu'un qu'on rencontre dans la vie quotidienne. Il y a vraiment plein de problématiques modernes en tout cas, qui sont abordées et à travers le personnage de Rebecca. Et moi, ce qui m'a touché dans ce numéro, c'est que pour la première fois, alors qu'on a l'habitude d'une Rebecca qui se contorsionne, voilà, qui est vraiment dans l'effort d'habitude pour s'adapter à ce que les autres attendent d'elle. Là, pour la première fois, on est face à la vraie Rebecca, toute Rebecca qui dit vraiment sa vérité. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment touchant et je pense que c'est un moment très important dans l'évolution du personnage. Et alors, la particularité de ce numéro, c'est que justement, il reprend, je crois, 4 chansons qui ont déjà été présentées dans la série auparavant, en saison 1 et en saison 2, en changeant un peu les paroles, en les tordant pour expliquer l'état psychologique du personnage à ce moment-là. Et il y a beaucoup... Ça revient souvent quand même, je trouve, dans la série, le fait que des morceaux qu'on a entendus reviennent, etc. Et ça dit aussi à quel point tous ces numéros-là, c'était des parties d'elle. Des parties d'elle, et que là, on voit l'unité du personnage. Avec tous ces petits morceaux-là qui reviennent et qui se disent en fait en un seul numéro.
Enfin, moi, c'est franchement, je pense, le numéro qui m'a vraiment le plus attaché à Rebecca. Alors qu'il y en avait déjà, hein, j'étais bien attaché à Rebecca déjà comme personnage. Mais là, ça a pris une profondeur, vraiment. Oui, parce qu'en plus, tous ces numéros, enfin toutes ces chansons ne sont pas chantées par Rebecca à l'origine de leur version originale. Donc, Et on bah sait, oui, comme tu dis, que les autres personnages sont aussi des reflets de oui. son état. Et de ce qu'elle voit des autres personnages, à quel point ça vient refléter quelque chose qui est déjà en elle. Toi, Anna, quelle est la chanson qui t'a le plus marqué dans la série? Alors, j'ai hésité très longtemps et je me suis tournée vers une chanson qui est un gros coup de cœur que j'écoute tout le temps, donc qui s'appelle Friendtopia, qui a lieu vers le début de la saison 2, je crois. C'est un moment où Rebecca devient très amie avec Valencia, qui est son ancienne rivale amoureuse, et Heather, qui est à ce moment-là sa voisine. C'est une sorte de mise en scène du sentiment de puissance qu'on peut ressentir à faire partie d'un groupe de filles. Et donc, évidemment, ça prend la forme d'une parodie de chansons des Spice Girls. On a Rachel Bloom qui prend un accent british vraiment too much, mais c'est très drôle. En termes de mise en scène, ça ressemble au clip des Spice Girls. On a un peu le clip de Wannabe avec les longs plans qui avancent où la caméra suit les filles qui sont en train de danser. Aussi le clip de Spice Up Your World avec l'imagerie un peu SF, dystopique, etc. En gros, la chanson, c'est évidemment, comme souvent, un délire, un fantasme de l'esprit de Rebecca. Ça imagine une espèce de dictature instaurée par les trois copines où tous les clichés de soirée entre filles deviendraient des trucs obligatoires, donc boire du rosé et se mater au Hocus Pocus. Voilà, j'adore vraiment ce morceau. D'abord, c'est extrêmement drôle, puis il y a vraiment ça arrive à transmettre ce sentiment d'euphorie très fort et en même temps un peu bizarre et dangereux que ressentent les personnages à ce moment-là. Et je trouve que ça fait écho avec un morceau que Fanny apprécie tout particulièrement, qui s'appelle Feeling Kind of Naughty, qui est dans la saison 1. Où Rebecca veut tellement devenir amie avec Valencia qu'elle a des fantasmes qui deviennent carrément bizarres et macabres. Donc je trouve que c'est aussi un commentaire sur ce personnage et son désir un peu pathologique d'être intégré au sein de relations amicales ou relations amoureuses, au point de basculer dans un truc un peu fou, quoi. Ceci dit, là, c'est vrai qu'elle les chante toutes les trois, de mémoire, non? Enfin, elle a évolué quand même, elle est plus toute seule en train de vouloir... C'est vrai. Donc, Férouz, toi, tu voulais nous parler d'un morceau particulier. Oui. Décris-le-nous. Alors, le morceau que j'ai choisi, moi, c'est Jab Battle. Donc, pour contextualiser, déjà, ça se passe à un moment, en fait, c'est une battle, c'est un duo, donc une battle de rap entre Rebecca et son ennemi juré depuis l'enfance qui s'appelle Audra Levine. Rebecca, elle a fui un boulot qui était très bien payé d'avocate dans un grand cabinet new-yorkais pour arriver à West Covina. Elle a tout plaqué en gros pour suivre son amour. Et Audra, par contre, elle est encore avocate dans un super gros cabinet avec l'instinct du tueur. Voilà. Et elle est, en gros, l'idée c'est qu'elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites et qu'elles sont un peu programmées pour se détester, qu'il peut en rester qu'une et que c'est vraiment genre la compète à mort. L'autre chose aussi pour contextualiser, c'est JAP, ça veut dire Jewish American Princess, donc il y a un terme spécifique, je pense, à la communauté juive américaine. Elle l'explique dans la chanson, parce que de fait, c'est pas très transparent. Déjà, j'adore le morceau, je trouve très drôle, c'est vraiment, enfin, et pour le coup, on parlait tout à l'heure des références de comédie musicale qu'on capte pas, enfin qu'on capte ou qu'on capte pas et qui sont un plus. Là pour le coup il y a des tas de références à la culture juive américaine ou pas, assez ashkénaze en plus en général, donc c'est très spécifique, qu'on capte pas forcément, mais moi j'ai kiffé quand même assez très vite, tu vois, c'est genre mais sans comprendre toutes les blagues. Et du coup j'ai été un peu chercher, j'ai trouvé un article qui est très intéressant qui s'appelle The Notorious Jap d'une nana qui s'appelle Marjorie Ingal et qui exprime sa surprise en fait parce que Jap c'était un terme très 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 péjoratif. Genre en gros c'est voilà comme le N-word, c'était utilisé, c'est une insulte en gros antisémite, sexiste qui qualifie en fait une nana très matérialiste, très superficielle, frigide, voilà. Et là elle disait qu'elle a manifesté son étonnement au fait de l'entendre utilisé. Pour elle c'était complètement une insulte. C'est utilisé bien sûr par des femmes qui sont juives. La culture juive est fondamentale dans la construction du personnage de Rebecca, quoi. Voilà, et là, en fait, ce que je vais lire, ce que la journaliste écrit. Je lis en anglais ou en français Vas-y, traduis. Ouais, ça sera plus simple. Alors, donc, je lis ce que la journaliste écrit à ce sujet. En regardant ces deux femmes s'insulter dans cette bataille de rap, j'ai senti ma méfiance du mot Jap se fondre en une joie intense, la joie de me sentir représentée. Ce rap me parlait à moi, personnellement, et allez vous faire voir si vous ne comprenez pas les références pointues à la culture juive. Ces références avaient un goût de renouveau, de jeunesse, éloigné des influences Borch Belt, plus hip-hop,
en un mot, plus représentatif du monde hétérogène dans lequel la plupart d'entre nous vivent. Donc pour expliquer les références Born-to-Ben, que j'ai aussi été chercher, merci Wikipédia. Merci, tu as fait beaucoup de recherches. Non mais j'ai choisi une chanson particulière, donc du coup voilà. Et alors la Born-to-Ben, c'est une région touristique de la région des Catskills, des montagnes Catskills prisées par la communauté juive ashkénaze des années 20 à 70 et qui était connue pour ses grands complexes hôteliers qui dans leur âge d'or ont vu notamment Jerry Lewis, Mel Brooks et Danny Kaye faire leur premier pas en stand-up. Woody Allen aussi. Et Woody Allen, voilà, je savais pas. Et donc du coup voilà, elle parle du fait qu'il y a une sorte de renouveau et de réappropriation et de représentation. Et c'est en ça que moi la chanson m'intéressait, parce que je trouve qu'il reprend deux grands paradigmes qui traversent toute la série. Premier paradigme, c'est la compétition entre les femmes, qui est censée être une sorte d'acquis. Enfin tu vois, tout le monde dit mais les femmes entre elles, oulala, machin. Et la série parle très subtilement de ça pour raconter à quel point c'est quelque chose de structurel en fait qui pousse les femmes à être compétitives parce que c'est leur valeur qui est à chaque fois mesurée, si elles sont plus belles, pas dans la série, dans la chanson, Audra fait la réflexion à Rebecca qu'elle est trop grosse, enfin voilà, donc on repart sur cette problématique de compétition. Et la deuxième, c'est la place de l'héritage culturel dans la construction de son identité, qui est aussi un truc qui revient beaucoup dans la série, et donc du coup parce que Rebecca est juive, c'est de ça dont elle parle. Et ce que je trouve très fort, c'est qu'en étant pas juive, en connaissant très peu de choses sur la culture juive et encore plus ashkénaze, moi je trouve ça super touchant de voir à quel point le fait que ce soit spécifique, ça me parle à moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quoi. Voilà, et c'est ça que je trouve vraiment très fort. Il y a vraiment une double lecture. Donc d'un côté, il y a voilà, donc, tout ce que tu dis sur la culture juive et la construction du personnage de Rebecca, mais il y a aussi une référence à la pop culture. Oui, déjà, oui. À ce moment-là, au moment où la série était commencée en 2015, il y a eu tout un phénomène YouTube qui s'est mis en place autour des battle rap de princesse Disney. Oui, c'est vrai. Et, c'est vrai. Et avec les personnages, qui avaient des personnages derrière, donc généralement d'autres personnages de Disney. Donc chacune des ah oui, comme des dans la combattantes du numéro, on voit qu'elles sont, il y a des champs contre champs, voilà. Et chacune a 3 gens derrière qui sont à fond pour la soutenir. Ce que j'ai vu vite fait, c'est que Rachel Bloom a dit qu'elle était inspirée d'Hamilton en fait pour ce morceau, mais sont toutes aussi des battles de princesses. Alors Hamilton, juste pour situer, comédie musicale américaine créée arrivée à Broadway en 2015, je crois, qui est une comédie musicale hip-hop autour de la vie d'un des pères fondateurs des États-Unis, Alexander Hamilton, et il y a notamment dans cette comédie musicale des numéros géniaux où les réunions du cabinet des pères fondateurs pour prendre des grandes décisions sur l'avenir de leur pays se font en mode battle de rap, donc avec deux mecs qui s'échangent des vannes, des bons mots, etc. Et donc oui, effectivement, je pense que... Mais voilà, mais du coup, merci. Dernier truc, après j'arrête parce que je tiens le cracheur avec, mais en fait, je trouve ça super cool que le rap est quand même quasiment pas considéré comme faisant partie de la culture à part entière. Il y a toujours un peu ce côté hiérarchie, quoi. Et là, ça passe... Et comme tous les autres morceaux, comme tu disais, les morceaux, les classiques Hollywood, comme les morceaux variété, pop et tout, donc c'est mieux au niveau, ça je trouve ça super cool. Je trouve aussi que ça raconte quelque chose de fondamental sur la série. Par exemple, si on reprend des morceaux de rap qui sont beaucoup plus frontalement offensifs, pour parler de la même chose, c'est-à-dire par exemple de l'identité, etc., en utilisant un mot qui est une insulte et en se le réappropriant, etc., les rappeurs font beaucoup ça. Et je pensais moi, tu vois, par exemple aussi à une chanson française, de rappeur français qui s'appelle Les singes viennent de sortir du zoo. On comprend à peu près à quoi ça fait référence. Donc il y a quelque chose de provoque, frontal, mais en même temps cohérent dans le contexte, et qui est une forme de catharsis, quoi, très très agressif. Mais ce que je trouve intéressant dans le morceau Jab Battle, c'est qu'en fait, l'héroïne se glisse tout naturellement dans cette position-là, et ça a ce côté super pop et princesse Disney et tout. Et en fait, quand on réfléchit, ça parle de trucs qui sont hyper compliqué, hyper profond, hyper lourd. Et en fait, je trouve ça hyper subversif, au sens vraiment le plus premier du sens le plus premier du terme. Là, on se dit pas direct, c'est un rapport agressif. Non, c'est une nana qui assume, il y a le côté un peu fifi, un peu nunuche potentiel, je veux dire, mais qui est assumé de toute la série, qui assume vraiment ce côté un peu bonbon pour en fait parler de trucs qui sont pas du tout bonbons. Voilà. Et je pense que toute la série pour moi est comme ça et c'est vraiment la force de la série. Tout à fait. Merci Férouz pour cette magnifique intervention. Je pense que ça nous permet de faire une transition vers une des thématiques importantes de la série, c'est la question des représentations. Si tu veux
commencer, Fanny? Ah oui, il y a beaucoup de choses à dire donc sur la représentation dans Crazy Ex-Girlfriend. Donc peut-être on peut commencer par la question du genre, parce qu'on l'a dit, c'est deux créatrices qui sont à la tête de cette série, et notamment donc son interprète principale. Donc les questions de genre, la question de l'amitié entre femmes, de la rivalité entre femmes, sont régulièrement abordées dans la série, que ce soit dans les numéros musicaux ou dans le récit. Donc est-ce que vous avez peut-être des numéros qui vous viennent directement à l'esprit pour illustrer cette problématique ou... Je vais dire ça. Il y a Women Gotta Stick Together, qui est quand même la chanson parfaite pour illustrer ça, c'est Valencia, qui à la base on prend pour étant en gros la fille que tout le monde aime détester. Et qui au début s'inscrit là-dedans en fait. Parce que ce qu'on comprend, ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend que comme elle est hyper belle et qu'elle a toujours existé à travers la séduction, et que en fait elle n'a pas appris à exister autrement avant un moment crucial qui arrive dans la série d'ailleurs, et toute son identité se construit autour de la compétition avec les femmes, quoi. Voilà, et après il y en a peut-être d'autres, je sais pas. Il y a une j'ai l'impression que c'est une qui est très marquante pour tous les gens qui commencent à découvrir la série ou à qui tu envoies la vidéo, et même indépendamment de la série, ils adorent, ou elles adorent surtout. Ah oui, c'est oui, Sexy oui. Getting Ready Song, qui est, alors pour expliquer, c'est le premier épisode, je crois, où Rebecca se prépare pour aller à une date, et du coup, elle essaie de présenter de manière sexy, en fait, la manière dont les filles mettent je sais pas combien de temps à se pomponner, à se faire belle avant de sortir avec un garçon. Sauf qu'en fait, c'est un massacre parce que c'est dégueulasse, ouais. il faut s'épiler, c'est moche, il faut rentrer dans des trucs trop serrés, on se sent dégueu, on se fait mal. Et ça, c'est un truc, c'est très fort, je trouve que la série a eu raison de commencer par ça, parce que c'est un truc que toutes les filles peuvent s'identifier à ça, et c'est hyper drôle. Il y a donc cette chanson un peu en mode sexy, parce que ça pourrait parodier peut-être plus des morceaux de R&B par exemple. Ouais. Et il y a un moment où il y a une intervention d'un rappeur qui tout d'un coup est tout retourné par ce qu'il vient de découvrir et qui dit là il faut que je m'excuse parce que là c'est ce qui se rendait pas compte, quoi. Qui a appelé pour m'excuser. Voilà. Et il leur propose de discuter du deuxième sexe. Voilà, c'est ça. Une prise de conscience, déconstruction féministe du rappeur, c'est beau. Mais je trouve justement que Feeling Kinda Naughty rentre aussi dans cette mouvance-là de numéros où on voit vraiment le rapport que Rebecca entretient au corps de Valencia et à l'idéal aussi qui peut être imposé, et comment cet idéal peut être brutal pour elle, et jusqu'à l'emmener elle vers des fantasmes totalement brutaux pour le coup. Donc je trouvais ça aussi intéressant. Et il me semble aussi que sur ces différentes chansons, ce qui est vraiment pas innocent, un atout utilisé pour The Getting Ready Song, c'est le choix du registre musical, puisque Woman Gotta Stick Together, c'est une sorte de parodie de folk. Sexy Getting Ready Song, on est plus dans le R&B, et là on est dans une parodie, la dernière chanson qu'évoquait Walid, Kinda Naughty, on est dans une parodie du clip de Katy Perry, I Kissed a Girl. Donc à chaque fois il y a aussi une référence sur ce que la pop culture fait de la représentation des relations entre femmes dans différents registres. Et à ces chansons, on pourrait sans doute ajouter aussi Put Yourself First, une parodie de l'empowerment collectif féminin, mais qui en fait est fait au service de la male gaze, du regard dominant masculin, parce que d'ailleurs le photographe qui prend en photo les filles dans le clip porte un t-shirt male gaze. Qui ressemble à Terry Richardson, le photographe d'ailleurs. Tout à fait. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est vrai que c'est qu'en fait, la série, elle anticipe le fait, parce qu'effectivement, il y a des problématiques féministes, effectivement, il y a une récupération marketing des problématiques féministes, et la série, elle embrasse les deux en fait. Il y a une sorte de cercle vertueux, de phénomène vertueux où Put Yourself First, c'est des filles plus jeunes qui en gros lui expliquent que pour se sentir bien, il faut qu'elle se fasse belle, mais in a sexy way, donc voilà, c'est pour que les autres la regardent. Et il n'y a pas de condamnation, elle condamne pas les filles de penser ça, et en même temps, et tout le monde comprend, quand c'était une nana, tu comprends de quoi ça parle tout de suite, tu te dis oui, c'est vrai que si me faire belle, je vais me sentir mieux. En même temps, je veux le faire aussi un peu pour qu'on me trouve bien, tu vois. Et en fait, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de choses... c'est jamais agressif, cette série. C'est ça, il y a pas c'est pas définitif, c'est pas tout ou rien. C'est même musicalement bien amené, puisque les filles chantent le couplet dans lequel elles disent Fight Yourself First, et c'est des sortes d'inserts de Rebecca, mais plutôt parlés que chantés. Qui disent mais si je me mets first pour lui, est-ce que finalement je me mets pas deuxième? C'est tout à fait ce que tu veux dire sur le côté, c'est une espèce de retour sur ce qui est dit, mais très très modéré, et ça laisse vraiment le spectateur apprécier le... Jusqu'à ce qu'on lui dise
Don't think about it too hard. C'est ça, exactement. N'y pense pas trop. C'est ça. Mais tu vois, je trouve ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça transcrit complètement le bordel que c'est de patouiller dans ces problématiques dans la vraie vie, en fait. Parce que tout est jamais tout blanc ou tout noir, machin, qui était un tunnage dedans, et que la série raconte très bien ça, je trouve. Moi, j'avais envie de parler du personnage de Paula. Parce qu'on n'a pas encore parlé de Paula, C'est et elle est vrai. géniale. C'est vrai. Et c'est une collègue de Rebecca qui devient assez rapidement sa meilleure amie, et qui rentre un peu dans ses délires, mais qui, je trouve, au fil des épisodes, acquiert ses propres arcs narratifs, s'émancipe. Et déjà, c'est un personnage qu'on voit rarement à la télé, parce que c'est une mère, je sais pas quel âge elle a, 45-50, qui est en surpoids. C'est pas un sujet, c'est juste qu'elle est comme ça. Et elle est pas drôle, elle est pas rigolote. Enfin, tu vois, c'est pas genre la punchline, quoi. Ah, elle est pas rigolote parce qu'elle est grosse, parce que alors ça, c'est un grand classique du stade, Ouais. et là, c'est juste son personnage, elle est comme ça, comme sont plein de nanas dans la vie. C'est un personnage très émouvant, il y a quelque chose autour de ce personnage, de ses ambitions professionnelles, du fait qu'elle a des enfants mais qu'elle se définit pas comme mère. On voit très peu ses enfants, elle les aime mais c'est pas sa passion dans la vie d'être mère, et je trouve que c'est assez intéressant ce truc sur la maternité. Puis il y a une storyline dans la saison 2, une histoire d'avortement aussi qui est traitée de manière assez étonnante, assez fine. À la fin d'un épisode, il y a un truc, je me souviens qu'avec Fanny, après avoir vu cet épisode, je me souviens plus quel épisode c'est, mais à la fin, Paula apprend qu'elle est enceinte, et elle dit c'est la catastrophe, parce qu'elle voulait reprendre des études de droit, elle dit c'est la catastrophe, je peux pas avoir un autre enfant, et on se demande mais avortement, pourquoi elle envisage pas l'avortement? Et en fait après c'est vachement bien fait dans le reste de la série, voilà. Et ça pour le coup, l'avortement, vraiment dans les séries américaines, c'est un sujet très touchy. Il y a beaucoup de séries, je pense à Glee, où il y a des ados qui sont enceintes et qui mènent à terme leur grossesse parce que la question de l'avortement n'est même pas évoquée une seconde. Donc rien que ça, c'est quand même quelque chose d'assez subversif. Mais c'est super. Et en plus, même, non seulement là, elle va au bout du truc, mais il n'y a aucune. Genre, elle se sent pas mal. Enfin, elle se sent mal parce que. Enfin, je veux dire, Physiquement, c'est dur. Mais après, il n'y a pas de. On culpabilise pas le personnage. Non, ils le mettent pas dans une situation où il arrive un truc horrible et où elle se sent mal. Voilà, c'est pas le centre de la série pendant les 15 prochains épisodes. Et finalement, le seul malaise qui résulte de cet événement, c'est plus le fait qu'elle ait pas pu en parler avec Rebecca parce qu'ils vont s'en spoiler à ce moment-là. En froid. Rebecca est un personnage quand même un peu égocentrique. C'est pas facile de toujours lui parler. Alors, est-ce qu'elle l'est, justement? Moi, je pense que Rebecca, elle est vraiment absorbée. Mais bon, on va peut-être y revenir, mais elle est vraiment absorbée par sa propre souffrance. Et c'est ça qui est... C'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, dans cette série, à quel point on la voit se battre. Mais quand je pense à cette série, j'ai vraiment la sensation de quelqu'un qui lutte pour pas se noyer. Et qui, au fur et à mesure de la saison, de la série, vraiment se muscle, en fait. Et sur la question du genre, on a parlé des filles, on n'a pas parlé des mecs. C'est vrai. Et je pense qu'il y a vraiment des questionnements sur ce que c'est que la masculinité dans cette série. Je pense notamment à l'épisode où Daryl, donc qui est le boss de Rebecca dans la firme d'avocats, essaie de convaincre ton personnage que tu adores, Nathanael, de se calmer, d'arrêter d'être un peu en mode alpha male et de vouloir faire plaisir à son père. Et il y a vraiment à ce moment-là deux visions de la masculinité. Et surtout, Daryl, je trouve que c'est un personnage absolument merveilleux, cette douceur, cette bienveillance, moi je l'adore. Et du coup, je trouve que ça travaille vraiment ça. Et il y a un numéro qui est pas exceptionnel, mais qui est marrant quand même, le coup de Man Nap. Il encourage Nathanael à faire une sieste, quoi, parce que Nathanael il dit une sieste c'est pour les filles, c'est nul, c'est ridicule, c'est faible, c'est pas productif, voilà. Et il lui dit take a man nap, donc une sieste bien masculine, et c'est un truc assez marrant, et je trouve que ça dit des choses intéressantes sur les différents côtés de la masculinité en fait. Nathanael il représente ça à fond, parce que c'est vraiment genre blanc, arien, bonne famille. C'est quand même le personnage qui fait du sport tout en travaillant. C'est ça, exactement. Enfin, tu vois, genre là, ils ont été au fond de leur truc, et on voit à quel point d'ailleurs ça lui pèse et ça l'étouffe, sans qu'il envisage de trop, enfin en tout cas pour le moment, faire autrement, quoi. Mais je revoyais un épisode de Bagels at Midnight, enfin je sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, mais qui... Oui, une chaîne YouTube qui analyse la série de manière assez intéressante. Si vous parlez anglais, on vous conseille d'aller voir ça. Voilà, et en fait il disait que même Greg, en fait il avait des côtés de masculinité un peu toxiques, dans le sens où il
exprime tellement pas ce qu'il ressent, et que parce que ça passe tellement pas pour des valeurs masculines d'exprimer ce qu'il ressent, et aussi même dans son rapport avec Rebecca, pourtant c'est pas du tout lui, il est un peu outsider, un peu outcast, lui il se considère comme un peu loser, enfin il est pas forcément dans ce truc d'hyper compétitivité. Et puis voilà, à un moment ils ont un peu un truc avec Rebecca, et même son copain lui dit c'est toi qui reprends le pouvoir, enfin il y a toujours la logique de savoir qui a le pouvoir. Son histoire à lui, c'est comment il sort de ça en fait, d'une certaine manière dans toute la série. Et on voit que Greg aussi, ça se manifeste vraiment dans le cadre de son amitié avec Josh. Oui. Donc Josh, l'amour d'enfance de Rebecca qu'elle retrouve à West Covina. Et Greg est le meilleur ami de ce Josh qui se connaissent depuis longtemps. Et on voit à quel point, on disait que la rivalité féminine était abordée dans la série, mais la rivalité masculine aussi a été très abordée à travers ces deux personnages qui alors s'aiment tellement, mais sont dans une rivalité vis-à-vis justement cette question du pouvoir et du stéréotype de l'homme, qui est-ce qui représente le plus ce stéréotype. Très bien. Alors sur la question aussi des représentations, il y a évidemment ce que je sais pas trop comment l'appeler à chaque fois, mais la diversité. Le premier truc un peu marquant, c'est le fait que le lead romantique du film, le love interest de l'héroïne, soit un homme asiatique, ce qui est quand même assez rare. Ouais. Je pense à aucune comédie romantique ou histoire d'amour. Jamais, ever. Ou non mais vraiment, le personnage de Josh en l'occurrence, qui est d'origine philippine. Donc voilà, ça c'est quand même déjà un choix assez remarquable en fait, ne serait-ce que de casting. Et ça n'est pas un issue, enfin ça n'est pas un non, point de la série. Point, on voit à l'occasion d'une fête de Thanksgiving que voilà, ils mangent des plats philippins, mais c'est pas la question de l'origine. Mais après, ça vient aussi de là où ça se passe. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. J'ai lu Vegan After Midnight qui disait que l'endroit est hyper divers, donc ça serait juste incongru de faire comme plein d'autres séries, d'avoir que des blancs, alors que West Covina, les blancs apparemment sont minoritaires dans la population locale. Donc en effet, quand Nathanael arrive, c'est le seul homme blanc. C'est le seul homme blanc. Non, parce que Greg est parti. Oui, parce que Greg est parti. Pardon, spoil d'ailleurs. Désolée. Et du coup, il y a un truc rigolo sur ça, c'est le personnage de White Josh en fait. Le fait qu'on l'appelle White Josh, alors que, donc ça veut dire que normalement, on va dire dans la fiction et dans les mentalités, etc., souvent l'homme blanc c'est la normalité, et tout ce qui n'est pas homme blanc c'est autre. Et donc là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que le principal Josh, c'est celui qui est d'origine asiatique, et l'autre, c'est White Josh. D'ailleurs, White Josh est gay, et je crois qu'il y a un moment où il se demande pourquoi on m'a pas appelé Gay Josh. Enfin, je trouve ça assez drôle. Mais la série est très subversive, tu vois. On y revient toujours, voilà. Au niveau de la diversité aussi, il y a quelque chose qui m'a marqué par rapport aux autres séries, c'est la diversité des corps des personnages. On n'est pas dans certaines séries qui prônent la diversité, comme Sense8 par exemple, qui est la série. C'est tous des beaux gosses absolus, c'est un peu le défaut de la série. Voilà, c'est ça, c'est que tout le monde a. Ils sont sublimes tous. Tout le monde est magnifique, c'est ça. Et là, c'est des personnes qu'on rencontre dans la vie quotidienne, quoi. Et on peut dire, il y a aussi des personnages latinos, des personnages noirs, il y a Heather, et aussi il y a une réflexion sur l'appropriation culturelle. Il y a c'est une chanson super marrante, Group Hang, quand ils sont au resto, dans un restaurant alors mexicain, Cali, Mex, on ne sait pas. Enfin, je veux dire, il y a une manière très fine, très subtile, très ludique, juste de raconter un truc qui est un peu clusterfuck quoi, qui est un peu compliqué, qui est assez facile pour les gens que ça préoccupe pas de balayer du revers de la main, mais qui est en même temps hyper constitutif du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire comment conserver son identité dans un monde hétérogène, comment se retrouver dans les autres quand on est habitué à se reconnaître que dans soi-même. Avec là encore un commentaire qui anticipe ce que le spectateur peut voir, puisque elle montre cette appropriation culturelle, la commente, et après la reprend quand même à son compte. Mais c'est ça, il y a pas mort d'homme, enfin tu vois, je veux dire, elle dédramatise le truc en fait, elle démystifie le truc, elle est déguisée en Shakira, enfin faut quand même le dire, parce que cette chanson quand même... Il faut le voir, oui, elle est déguisée en Shakira devant un fond vert sans doute, et donc du coup derrière il y a des images de cascades, mais qui fait vraiment référence au clip de Whenever, oui. Outre les questions de genre et de diversité, il y a un autre aspect de représentation qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la question de la sexualité, alors que le sexe est, on va dire, abondamment évoqué, voire
sinon pleinement représentée dans Crazy Ex-Girlfriend, avec des chansons telles que Period Period sex. Sex, voilà. Ah oui, avec le sexe pendant les règles, hein, pour ceux qui parlent pas. Alors qu'il a mis quand même une saison à Arrivé. quand Il même. me faisait monter le truc. Est-ce qu'elle va la chanter? Mais parce qu'elle en parlait beaucoup, genre du sexe pendant les règles, parce que Rebecca est très active sexuellement. Ça, c'est de la subversion aussi de la censure pour le coup. Le fait qu'il y a plusieurs moments, est-ce qu'on va en parler, est-ce qu'on va pas vraiment en parler, Oui. Parce est-ce qu'on va démarrer le numéro, est-ce qu'on le démarre pas. Parce qu'ils ont eu vraiment des galères avec la chaîne, je crois. Je crois que c'est le seul truc sur lequel c'était un peu compliqué, les règles de mémoire. Il me semble avoir lu un truc dessus. Faudrait rechercher, mais... Je crois que Fanny, c'est un peu... J'ai l'impression qu'ils sont plutôt agréablement surpris par ce qu'ils ont le droit de faire. D'accord. Enfin, des fois, il y a des ajustements assez mineurs, mais par exemple, je m'étais amusée à comparer les deux versions de I Give Good Parent, et on voit que c'est vraiment les trucs les plus évidents qui passeront pas à la télé. Enfin, les fuck ne passeront pas, les ass ne passeront pas, mais comme quand on a Yeah, you fuck pretty much wanna fuck me, qui est la version donc explicite, et remplacée par To be clear, your parents wanna have sex with me. Bon, l'idée reste la même. Bon, évidemment, on n'a pas le fuck. Bon, c'est un petit peu des aménagements à la marge. Enfin, il me semble. Elle parlait aussi, Aline McKenna, de sorte de stratagème un peu éhonté où ça ne dupe personne, mais qui permet de passer la censure, comme le fait lorsque la chanson Sex with a Stranger, Rebecca chante You both smell weird, et du coup le héros, enfin le mec dont il est question, a des boules de stress dans la main. Ah oui, c'est complètement... Enfin, personne n'est dupe, Voilà, personne n'est dupe, mais ça suffit en fait. C'est ça qui est assez fou en fait. Il me semble qu'il y a un petit côté censure, mais qu'avec l'autocensure en fait qui s'applique naturellement, ça passe assez facilement. Mais après, bon, voilà, j'ai pas des recherches approfondies sur la question. Alors, il me semble juste avoir vu que les règles, c'était le seul truc qui avait été vraiment touchy. Et puis, il y a la censure que la chaîne peut apporter, mais il y a aussi la question du tabou. Pour le coup, Period Sex, c'est plus la question du tabou par rapport au public américain. Oui, sans doute, ouais. Et est-ce qu'on va aborder des sujets comme ça? Et après, ça n'empêche pas la série d'aborder d'autres questions de sexualité de façon très libre. Enfin, je pense que I Gave You an UTI, où il est hyper content de se vendre de ses performances sexuelles, en fait. Il lui a donné une infection urinaire, donc c'est le personnage de Greg. Et ça, c'est un truc d'ailleurs de masculinité un peu toxique, genre en mode genre la compétition, genre je suis tellement bon. Donc il dit My penis is the reason you may die. Mais on en a pas trop parlé, après je sais pas si vous vouliez en parler après, mais il y a l'orientation sexuelle aussi qui est très librement et de manière libératoire, quoi, enfin abordée dans la série, quoi. Il y a l'homosexualité, la bisexualité et ouais, la bisexualité, enfin c'est très rare. Je regarde souvent la vidéo de I'm Getting By, qui est le moment où Daryl fait son coming out. Et je regarde souvent les commentaires et il y a vraiment énormément de gens qui disent moi je suis bi et ça me fait du bien, ça me représente, je vais envoyer ça à mes potes pour leur faire comprendre parce que c'est tout bête, c'est traité sur le mode humoristique, mais c'est vraiment dire c'est ça être bisexuel, c'est tout simple, c'est juste que t'aimes les garçons et les filles et puis voilà. Enfin, c'est effectivement très juste, et notamment parce qu'ils pointent les trucs qui sont souvent les clichés sur la bisexualité, c'est pas une phase, c'est pas que je suis indécis, c'est juste comme ça. C'est pas que je suis juste gay et que je ne dis pas. Pourquoi est-ce que tu vas pas gay all the way? So if you ask me how I'm doing, I'm feeling peppy, sprightly, spry. I'm getting by. I'm getting by. And it's something I'd like to demystify. It's not a phase, I'm not confused, not indecisive. I don't have the gotta choose blues. I don't care if you wear high heels or a tie. You might just catch my eye because I'm definitely bi. J'ai l'impression que cette représentation de la bisexualité a manqué à des gens qui ont trouvé un truc libératoire dans Crazy Ex-Girlfriend. Et par un personnage, là aussi, on va dire, atypique. Enfin, un homme assez... dans la cinquantaine, effectivement. C'est pas forcément qui a une fille, le genre de rôle modèle pour l'identification, par exemple, d'un jeune public en questionnement. Effectivement, c'est assez aussi, je pense, un peu comme Paula, c'est des supports d'identification assez atypiques par rapport à... Je pense de fait, des gens qui ont 40, 50 ans, j'en sais rien, tu vois, qui sont bisexuels et qui
je ne pense même pas qu'il y ait des personnages qui étaient, oui, ce que je veux dire, ouvertement bi, et où c'était une composante d'eux, et c'était normal. Et c'était pas un problème, et il fallait pas qu'on en parle, enfin, oui. Donc je pense, oui, je comprends la libération. Mais ceci dit, c'est marrant, on en reparle, mais dans les commentaires de Jab Battle, il y a des tas de gens aussi, et des tas de gens qui disent « Oh là là, je suis juif et je kiffe cette... merci, cette série a l'air de libérer les gens. » Et même pour les personnes qui ont justement des troubles psychologiques. Oui, oui, c'est Ils se reconnaissent, ou pas d'ailleurs, pas des troubles forcément formels, mais qui sont dans des malaises personnels et qui peuvent se reconnaître là-dedans. Alors moi, je me reconnais totalement dans Tell Me I'm Okay, Patrick. Oui, non, mais il y a... Ouais. Mais c'est clair. Quand j'ai commencé à dire à un agent immobilier que j'avais perdu mon mojo et qu'il fallait qu'il me rassure, je me suis dit, mais je suis en train de faire Rebecca. Et oui, voilà, Rebecca, en fait, ces soucis psychologiques sont tellement théâtralisés, mais ils représentent des choses qu'on vit tous et qu'on rencontre tous dans nos vies. Et le fait typiquement, You Stupid Bitch, dans le genre, les moments de haine de soi où on dit j'ai tout raté, j'ai tout, et cette chanson est parfaite pour exprimer ça, quoi. Et encore une fois, les commentaires YouTube de la vidéo clairement disent c'est moi, enfin vraiment il y a un truc, ça exprime un truc et du coup c'est cathartique aussi pour le spectateur. Ouais. Et je pense que ça vient, enfin c'est tout, le principe autour du titre de la série et tout quoi, Crazy Ex-Girlfriend, en gros tu pourrais dire qu'elle est crazy si tu la vois de l'extérieur, mais en fait elle a des raisons qu'on comprend, qui font pourquoi elle agit comme elle agit. Et en fait, n'importe qui pourrait dire la même chose de nous, à un moment, à un instant T. Et donc, canalise-toi, quoi, et arrête de juger les gens. Enfin, tu vois, c'est ce côté un peu, mais sans la pédagogie un peu lourde à la téléfilm France Télévisions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très... Ouais, sans le côté donneur de leçons. Ouais, c'est léger, je sais pas. Elle nous livre juste son authenticité, hein. Ouais. Moi, je pense personnellement que le côté léger et le fait, comme on dit un peu depuis le début, qu'il y a plein de trucs hyper graves qui passent facilement, c'est avant tout lié au côté musical, parce qu'on est emporté en fait dans l'entertainment, dans la série, dans le plaisir immédiat qu'on reçoit à voir, enfin entendre la musique, à voir la danse, et que du coup ça désamorce plein de trucs et qu'on est presque emporté malgré nous en fait dans tous ces trucs, parfois un peu compliqués, parfois pas forcément clairs à expliquer. Même là, je pense que pour ceux qui ont jamais vu la série, c'est peut-être un peu frustrant parce que voir les numéros, c'est quand même compliqué d'en parler si on les a pas vus. Donc allez les regarder. On peut tous les voir sur YouTube, c'est légal. Donc, tout à fait légal, posté par la chaîne. Mais ouais. Donc voilà, vraiment le côté musical pour moi est vraiment fondamental sur cette empathie qu'on a avec l'ensemble des personnages. Puis c'est une question de transcendance aussi, je pense, tu vois, artistiquement, en fait, avec les mêmes thématiques, les mêmes problématiques et potentiellement les mêmes histoires, on pourrait avoir un truc très plombant, très, très plat, machin, et artistiquement, il y a vraiment une recherche de dépasser ça, enfin, et une volonté de faire quelque chose de beau, en fait. Donc oui, jusque-là, on a beaucoup parlé du personnage de Rebecca, mais aussi tous ces questionnements s'incarnent dans les autres personnages. Bah oui, tous les autres personnages, à commencer par Paula, donc qui est le personnage le plus proche de Rebecca, mais que ça soit Josh, Greg, ils sont tous aussi dans cette même lutte qu'à Rebecca, de struggle with herself, comme on dirait ça en français. Débattre avec soi-même. Voilà, de se débattre avec soi-même. Devenir adulte. De devenir qui ils sont vraiment, en fait, de dépasser toutes les entraves qu'ils ont, que ce soit la société, ou leur rôle, ou leur conflit personnel. Ou leur famille. Il y a Heather, par exemple, aussi, qui est dans... En fait, ils sont tous un peu coincés dans des schémas dont ils ont fait le tour. C'est ça le truc. Voilà. Qui est plus ou moins toxique, enfin des fois carrément même très toxique, mais... Et qu'ils essayent de dépasser. Ouais. Et ça aborde vraiment des thèmes assez variés, ça va de l'alcoolisme à la question de Rebecca et de l'image de soi. La profession, enfin la vie professionnelle, l'épanouissement professionnel. Ouais. Les relations avec la mère. Et le personnage de la mère est vraiment très intéressant parce que moi je trouve que c'est un des rares personnages dans cette série qui est un personnage qui a l'air complètement projeté, sorti de l'imaginaire de Rebecca. Qui est pas un personnage complet, ça a l'air d'être plus une facette, une image, plus comme si elle était en 2D, pas en 3D. C'est plus une projection de l'image de Rebecca de sa propre mère. Exactement, on voit pas les conflits que cette mère peut avoir, ou à de très rares moments dans la série. Ouais, il y a ce flashback là, mais bon, ça revient, c'est de l'ethnopsychiatrie à ce stade. Ouais. Tu vois, il y a le flashback des bateaux d'immigrés qui arrivent, oui. Tu vois. C'est aussi parce que la mère est présentée comme projetant elle-même toute cette angoisse sur Rebecca, sur la réussite de sa fille,
et donc Rebecca, après, elle se voit que dans les yeux de cette mère abusive. Alors, Oui, il y a c'est aussi ça. tout un truc sur la mère juive, assez... Mais qui est abordé à bras le corps. Enfin, je me rappelle quand à un moment, il y a Rebecca qui lui dit bon, de toute façon, j'abandonne, tu m'aimes pas. Et elle lui dit mais quoi, tu crois que je t'aime pas? Mais je me réveille le matin, j'ai mal au ventre en pensant à toi, tout mon corps souffre, et tu peux pas comprendre parce que t'as pas d'enfant. Et Rebecca lui dit bah moi si j'ai des enfants, je sais pas, j'aimerais bien qu'ils soient heureux. Et la mère elle dit nous notre peuple, la question c'est pas le bonheur, la question c'est la survie. Mais bon, voilà, on voit qu'elle est coincée elle, dans des trucs profonds. On a un peu, tu vois, un peu, mais c'est pas creusé, c'est sûr. Et il n'y a pas que Rebecca qui est dans ce rapport-là avec ses parents. Enfin, il y a tout un moment où Greg, par exemple, sa relation à sa mère est abordée. Heather aussi. Oui, Heather aussi. Aussi, comme elle est jeune et ses parents, en fait, c'est censé être un commentaire sur le truc millénial où les parents t'encouragent dans tout ce que tu fais et te critiquent jamais. Et où en fait elle se rend compte que le fait qu'elle soit jamais critiquée, bah, en fait, elle va jamais au bout de rien. Est-ce qu'il y a encore tous les... Moi, je voulais juste rebondir sur le côté notre peuple souffre, parce que du coup, c'est quelque chose qu'elle reprend dans la 2e saison, avec Remember That We Suffered. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de ça. C'est quand même assez exceptionnel. C'est incroyable. On va parler de cette cérémonie de bar mitzvah. Avec quand même un guest qui est le personnage de la rabbine et du rabbin, on dit. De la femme rabbin. La femme rabbin, qui est une actrice, Patti LuPone, qui est une grande actrice sur Broadway. Très talentueuse, dont je suis totalement fan. Il fallait que ce soit dit. Donc ce commentaire sur la tradition juive, c'est quelque chose qu'elle fait abondamment dans la série. On a parlé de Jeff Battle, on a parlé de Remember That We Suffered, mais elle le fait aussi dans d'autres chansons qu'elle a composées et donc postées sur Internet. Et je pense notamment à Judaica, une chanson sur le fait que les juifs dans n'importe quel pays, quand ils visitent n'importe quel pays du monde, ils veulent voir le quartier juif. Enfin, je sais pas si c'est que du coup, ça me parle beaucoup. Chanson, Et une autre chanson qui rappelle totalement. Ah oui, c'est Think About All the Dead Jews. C'est carrément une première version de Remember That We Suffer, parce que c'est quasiment. Et en fait, très oui, proche. il y a tout un album, tout à fait, oui, dédié à cette transformation de chants juifs ou de chants sur le thème de la judéité. Oui, il y a celle qui est drôle, c'est Hanukkah Honey, qui est une parodie de Santa Baby, mais avec que des références à la judéité. Elle veut séduire un mec juif, etc. Mais extrêmement américain, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Oui, parce complètement. que c'est un truc très spécifique quand même américain. Est-ce qu'on a tout dit? Moi, j'aimerais juste recontextualiser la chanson qui était ma chanson coup de cœur. Donc, tu as des regrets, c'est voilà, ce que tu n'as pas dit tout à l'heure. Rebecca's Reprise, c'est un moment où, après voilà, toute la lutte dont on a déjà parlé voilà, de toute la saison, Rebecca croit enfin atteindre le bonheur. Donc je ne dis pas plus parce que ce serait du spoil. Mais du coup, c'est à ce moment-là où elle est au bord du bonheur, au terme littéral, qu'elle se réinterroge et sur tout ce qu'elle a vécu et qu'elle peut avoir ce grand moment d'authenticité. Bah merci Walid. Est-ce que c'est le mot de la fin? Non, encore une intervention, on peut plus s'arrêter. Vas-y Fanny. Non, sur Rebecca's Reprise, moi ce qui m'avait bien plu, c'est que ça matérialisait un peu ce que la série fait au fil des 2 saisons. C'est donc de reprendre certains thèmes musicaux, mais même de façon hors des numéros musicaux. C'est-à-dire qu'au fil du développement de la série, on s'aperçoit que certains instrumentaux, certains petits thèmes en fait de la bande son sont issus des numéros musicaux mais viennent après comme simplement bande sonore du récit pour illustrer la présence de certains personnages, un souvenir de Rebecca, vraiment à la manière dont sont écrites les partitions de comédie musicale. Oui, complètement, avec des thèmes qui reviennent, des leitmotifs, un leitmotiv ponctuel. Et bon, évidemment, c'est quelque chose que la série, qui est liée à la sérialité, puisque c'est avec le développement et donc, on va dire, l'emmagasinement de motifs différents que après la série peut jouer sur ces différentes phrases musicales. Mais Rebecca's Reprise, donc avec de toute façon une tradition de la reprise qui est aussi quelque chose dans la comédie musicale, ça permet en fait d'entériner ce fonctionnement de la série qui l'a développé vraiment au cours, il me semble, de la 2e saison. C'est qu'on a pu approfondir ce côté-là. Et du coup, moi, je trouvais ça hyper intéressant par rapport à ça. Férouz, un dernier mot? Un dernier mot, je vais juste dire, voilà, pour moi, c'est un peu un fantasme, tu vois, en tant que scénariste et en tant que réalisatrice, c'est ce genre de show
moi je suis pas forcément la plus grande fan de comédie musicale, c'est pas forcément comme ça que je m'exprimerais si je vais écrire quelque chose, mais au-delà de ça, c'est cette manière de mélanger le politique, le social, avec la pop, avec tout ça qui est un grand fond, et la manière d'être très spécifique dans ce que ça raconte et de toucher nous déjà, enfin je trouve ça assez admirable. Après voilà, moi je trouve évidemment c'est pas un énorme succès de fou aux États-Unis, enfin ça reste quand même une série un peu confidentielle, mais non mais on espère que ça sera renouvelé pour la saison 4 parce qu'il y a 4 saisons qui sont prévues, alors ok, non mais ouais voilà, et c'est le truc que je voulais dire, c'est que moi je suis persuadée par contre que c'est vraiment une série qui va prendre de l'ampleur dans les prochaines années, et de l'ampleur de quelque manière que ce soit, hein. Enfin je veux dire si ça doit pas devenir The X-Files, enfin je sais rien, enfin j'ai même pas d'idée comme ça, mais je veux dire je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment référence et qui devrait en tout cas parce qu'on a expliqué pourquoi pendant tout le podcast, donc si vous avez écouté vous devez le savoir. voilà, merci à beaucoup. tous, merci Féro, merci à Walid, vous de nous avoir, merci Fanny, Merci. si tu veux Merci Anna. dire le mot de fin. Eh bien, on espère que ça vous a plu, on espère surtout que ça vous a donné envie de découvrir ou de revoir Crazy Ex-Girlfriend, et on vous retrouve bientôt pour un nouveau podcast, un nouvel épisode de All That Jazz.